Certains cold cases peuvent être résolus avec un détail, un témoignage, un élément insignifiant pour quelqu'un mais qui s'avérera capital pour une autre. Et parfois, il suffit d'une conversation entre deux femmes, 20 ans après les faits, pour tout changer. Et c'est justement ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Mandy Stavik est une jeune femme de 18 ans qui est en première année à l'université de Washington. Elle est décrite comme quelqu'un de très enjoué, qui profite de chaque instant, et ce n'est pas sans raison, puisque Mandy, elle connaît l'importance de la vie. Sa famille ayant vécu un drame en 1975, son frère a été assassiné en Alaska, et le crime n'a jamais été résolu. C'est une fille qu'on pourrait qualifier de populaire, elle est très appréciée de tout le monde, comme je l'ai dit, toujours enjouée, très dynamique également, elle ne refuse jamais de faire du sport. Par exemple, elle pratique régulièrement de la course à pied. Et elle a un petit ami qui s'appelle Rick Sender. Le 24 novembre 1989, Mandy est rentrée dans la ville de sa mère, qui s'appelle Acme, et qui se situe également à Washington. Elle est rentrée pour pouvoir passer les fêtes de Thanksgiving. La veille, ils ont fait le repas traditionnel, donc ils ont beaucoup mangé. Et le lendemain, elle décide d'aller courir pour, aider à la digestion et pour se sentir un petit peu mieux et moins lourde. Généralement, sa mère l'accompagne lorsqu'elle va courir, elle l'accompagne en vélo, mais cette journée-là, elle ne se sentait pas trop en forme et elle a préféré la laisser y aller seule. Mais Mandy ne va pas partir totalement seule, elle va partir avec le berger allemand de la famille. Vers 14h30, Mandy entreprend sa route habituelle dans la ville d'Acme. Plusieurs habitants vont la voir passer devant les fenêtres, mais pourtant, Mandy ne rentrera jamais chez elle. L'inquiétude va grandir pour sa famille lorsqu'ils vont s'apercevoir que leur chien est devant la porte d'entrée et que Mandy n'est pas à ses côtés. Sa mère va commencer à vraiment paniquer et elle va décider d'appeler Rick et tous leurs autres amis pour savoir si quelqu'un a eu des nouvelles de Mandy ou même l'aurait vue. Mais tous vont répondre par la négative. Elle décide d'appeler la police et de reporter la disparition de sa fille. Les recherches vont durer 3 jours sans qu'on trouve absolument rien et finalement le 27 novembre on va retrouver son corps dans une rivière-lac, pas très loin de chez elle, vraiment à quelques kilomètres. On va la retrouver et elle ne porte presque rien, il lui reste plus que ses chaussettes et ses chaussures. Les policiers vont quand même faire une fouille du lac à la recherche de ses vêtements, mais on ne va jamais les retrouver. L'autopsie va révéler qu'elle a été victime d'un viol. On va apprendre que la cause de la mort est la noyade, mais également qu'elle a reçu un choc au niveau de la tête et elle a aussi des égratignures au niveau des jambes, un peu comme si elle avait couru dans un endroit où il y avait des arbustes épineux et ou par exemple des broussailles. Avec ces informations, les policiers vont commencer à élaborer leurs premières hypothèses. Ils vont commencer à se dire que c'est probablement quelqu'un qui était en voiture, puisque Mandy c'était quand même une runneuse, une joggeuse qui était expérimentée. Et donc ils se disent que la personne a dû la poursuivre, que finalement elle a réussi à se débarrasser du chien, à faire en sorte que Mandy soit dans la voiture, qui l'a conduit à plusieurs kilomètres de là. À ce moment-là, il l'aurait donc violée. Et toujours dans cette hypothèse, ils pensent qu'après cette agression, Mandy a tenté de s'échapper, que c'est à ce moment-là qu'elle a couru dans les arbustes, mais que malheureusement l'homme l'a rattrapée et qu'il l'a frappée au niveau de la tête, et qu'après il l'a mise dans le lac et l'a laissée se noyer. En 1989, l'ADN est à présent exploitable, c'est toujours les prémices, mais on sait à peu près comment faire, on sait comment le garder et comment faire une comparaison. C'est donc ce qu'ils vont faire puisqu'ils ont un expert avec eux, un expert de l'ADN. Ils vont donc pouvoir prélever l'ADN qui est présent sur Mandy et le comparer avec toutes les données qu'ils ont. Malheureusement, ça ne donnera rien du tout. Les inspecteurs vont commencer des recherches plus approfondies et ils vont suspecter en premier lieu Rick, puisque c'est le petit ami de Mandy, donc automatiquement il est le premier suspect. Ils vont donc l'interroger et à force de l'interroger plusieurs fois et également après avoir fait un test ADN, ils vont le rayer de la liste puisqu'il n'a rien à voir et que son résultat ADN sera négatif. Ils vont établir une liste d'une trentaine de possibles suspects avec qui comparer l'ADN, c'est ce qu'ils vont faire et à chaque fois, ça va revenir négatif. Les inspecteurs vont réussir à obtenir le témoignage de 2 différentes personnes. Un premier homme va leur indiquer qu'il a aperçu Mandy en train de courir et qu'il s'est également rendu compte qu'il y avait une camionnette qui ralentissait énormément à son niveau. Il a pu voir qu'il y avait 2 passagers et donc ils avaient environ dans la trentaine, c'était 2 hommes.
Un deuxième témoin, lui, va aider à établir un portrait robot. Il explique qu'il a vu un possible suspect dans les environs de là où on a retrouvé le corps de Mandy. Donc grâce à ça, on va faire un portrait robot. Mais malgré tous ces éléments, l'enquête n'avance pas. Et c'est ainsi que l'affaire Mandy Stavik va devenir un cold case. Les années vont passer, mais les habitants de la ville d'Acme ne vont jamais oublier cette affaire. Mandy, c'était une des leurs. Ils la considéraient presque comme leur fille, comme leur sœur. C'était un membre de la famille pour eux. Cette communauté est très très proche. Et le fait de n'avoir aucun coupable va créer quand même la méfiance entre chacun, puisque parfois ils se posent la question. Est-ce que le coupable ne serait pas une personne avec qui je converse tous les jours ? Et même 30 ans après, Mandy Stavik va rester un sujet toujours présent pour les habitants, comme ce fut le cas en juin 2013. Pendant ce mois de juin, Heather Backstorm et Merrilee Anderson se rendent dans un parc aquatique avec leurs enfants. Merrilee et Heather ne sont pas spécialement amies, même si elles sont allées au même lycée que Mandy, toutes les trois, à Mount Baker High, mais elles ne sont pas forcément amies, et à un moment, elles vont se retrouver en fait avec un groupe de mamans. Elles vont commencer toutes à discuter du passé, et elles vont en venir au sujet du meurtre de Mandy. Et là, Merrilee va commencer à dire aux mamans qu'elle pense savoir qui est le coupable, et elle va dire le nom de Tim Bass. Lorsque Heather entend ce nom, c'est un choc pour elle, puisqu'en fait, elle pensait au même coupable. Et toutes les deux ont de très bonnes raisons de le suspecter. Heather explique que lorsqu'elle avait 15 ans, Tim lui avait 22 ans. Ils se sont retrouvés un soir avec d'autres amis pour aller voir un match de baseball. Par la suite, ils sont allés manger au restaurant. Et Tim commençait à être de plus en plus lourd avec elle, en lui faisant énormément de remarques physiques, donc des compliments en soi, beaucoup sur ses yeux, sur son physique. Mais là où son comportement va devenir de plus en plus étrange, c'est qu'il va se saisir d'un stylo, qu'il va faire passer doucement le long de ses jambes et de ses cuisses. Donc sur le coup, Heather n'a pas osé dire quelque chose. Il y avait un autre ami à côté, donc elle savait que ça n'irait pas plus loin. Mais en tout cas, elle va expliquer que ça l'a vraiment marqué. Et que son comportement était étrange et vraiment pas sécurisant du tout. Merrilee prend la parole et explique à son tour ce qu'il s'est passé avec Tim. Elle va dire que Tim c'était un ami de son mari, elle ne le connaissait pas plus que ça. Mais lors d'une soirée, elle s'est retrouvée toute seule avec son fils et Tim a frappé à la porte. Il lui a demandé s'il pouvait utiliser son téléphone pour appeler sa femme, puisqu'il avait passé toute la journée dehors à chasser et qu'elle devait probablement s'inquiéter. Merrilee le laisse entrer, elle le laisse appeler. Déjà là, un premier élément, c'est que lorsqu'elle compose le numéro, elle entend la tonalité de fin. Mais c'est un peu la tonalité comme lorsqu'on va faire un mauvais numéro ou que l'appel ne marche pas. Donc déjà, ça lui met un peu la puce à l'oreille et elle commence à se demander est-ce qu'il n'aurait pas trouvé cette excuse, fait exprès de composer un mauvais numéro afin de s'introduire chez moi. Lorsque Tim va raccrocher, il va se diriger vers Merrilee et il va lui dire qu'il est amoureux. Il est follement amoureux d'elle et qu'il a envie de faire l'amour avec elle. Merrilee va le repousser et lui dire qu'elle n'est absolument pas intéressée, mais Tim va insister. Et là, elle ne va plus le voir comme l'ami de son mari, mais véritablement comme un prédateur. Et elle essaie de s'en sortir comme elle peut, elle commence à le menacer d'appeler la police, et à force de le menacer plusieurs fois, ça va fonctionner et Tim va partir. Les deux femmes avaient donc plusieurs raisons pour suspecter Tim. Elles ne savaient pas à l'époque que l'une et l'autre avaient eu la même expérience, quelque chose de similaire. Et donc, c'est vrai qu'auparavant, elles n'avaient pas osé en parler à la police, de peur d'accuser un innocent et également de peur des représailles. Mais maintenant qu'elles sont au courant de l'histoire de l'une et de l'autre, elles savent que c'est le moment d'appeler la police et de tout leur raconter. La famille de Tim vivait dans la même rue que Mandy au moment des faits. Il était allé également au même lycée qu'elle, et son frère, Tom Bass, était ami avec Mandy. Mais pourtant, aucun des hommes de cette famille n'avait été interrogé, on n'avait pas non plus relevé leur ADN pour le comparer. Autre élément, c'est que 6 semaines après avoir découvert le corps de Mandy, Tim a déménagé, il s'est marié avec une femme nommée Gina Maloney, et il est parti loin de la ville d'Acme. Les policiers ont réussi à le retrouver, il est toujours marié à Gina, il est également père de 3 enfants, et il est livreur pour une boulangerie. Lorsqu'il lui parle de l'affaire, Tim répond qu'il ne connaît absolument pas Mandy Stavik. Et comme je vous l'ai expliqué avant, toutes les personnes de la ville d'Acme savent qui est Mandy, même les nouveaux arrivants, ils en entendent parler. Et en plus, ils vivaient quand même dans la même rue. Ils vont lui demander un échantillon d'ADN, mais Tim a refusé, prétextant qu'il ne croit pas à cette technologie.
Gina, qui est présente lors de cette conversation, va également ajouter qu'elle était avec Tim au moment des faits, donc ça ne pouvait pas être lui. N'ayant pas assez d'éléments pour forcer Tim à donner son ADN, les policiers essayent de trouver d'autres pistes, et ils décident de se rendre à son lieu de travail. C'est là qu'ils vont faire la rencontre de son manager, Kim Reiner, et ils vont lui demander quelques informations, des choses, sauf qu'elle va refuser. Elle veut préserver la confidentialité de son employé, donc elle ne va pas aider les policiers. Mais c'est vrai que Kim ne savait pas pourquoi il était suspecté. Elle ne savait pas du tout que c'était par rapport à la mort de Mandy Stavik. Ce n'est que quelques années plus tard qu'elle va découvrir la raison, et quand elle va découvrir ça, elle va appeler les inspecteurs et leur dire « Je vais vous aider à trouver l'ADN de Tim ». 3 mois vont passer, elle ne va pas réussir à obtenir quelque chose, mais finalement, après ces 3 mois, elle va voir Tim qui est à l'extérieur en train de boire, donc il a une canette de coca, il a un verre en plastique, il est en train de boire dedans. Et elle constate également qu'il le jette dans la poubelle. Elle n'hésite pas, elle va le récupérer, elle se saisit donc de la canette et du gobelet qu'elle va remettre aux inspecteurs. Tous ces éléments vont être envoyés en analyse et les résultats vont revenir et ils vont confirmer que c'est bien l'ADN de Tim qui était présent sur le corps de Mandy. Tim Bass sera arrêté en 2017. Among the potential suspects that emerged in recent years was Timothy Forrest Bass, who is now 50 years old, of Everson, Washington. Deputies forward DNA samples from Mr. Bass to the Washington State Crime Laboratory, who reported to us that his DNA matched the DNA recovered from Mandy's body in 1989. Lors de son interrogatoire, Tim, apprenant que son ADN s'est retrouvé sur le corps de Mandy, va alors établir un nouveau scénario. Il va dire qu'effectivement, il connaissait Mandy. En fait, ils avaient des relations sexuelles secrètes, tous les deux, c'est pour ça qu'il n'en a pas parlé auparavant. Les inspecteurs, ne croyant absolument pas à cette histoire, vont le poursuivre pour le meurtre de Mandy. Lors de son procès, Tim va plaider non coupable. Et plusieurs personnes vont témoigner. On va déjà avoir Gina, qui, si vous vous rappelez, était son alibi. Elle va finalement revenir sur ses propos et elle va expliquer que Tim est un mari abusif, il n'est absolument pas positif dans sa vie et qu'elle n'est restée que pour les enfants. On a également son frère qui va témoigner, Tom Bass. Lui va expliquer qu'il a subi une rupture lorsqu'il était au lycée et qu'après cette rupture, il a complètement changé. Et il a commencé à véritablement avoir une haine envers les femmes. Son manager, Kim, va également témoigner et elle va expliquer que Tim ne parlait jamais de sa femme en l'appelant par son nom, mais toujours en l'appelant la femme. L'expert ayant effectué l'autopsie va témoigner à la barre et il va expliquer que l'ADN qu'on a retrouvé dans Mandy a été déposé 12 heures maximum avant sa mort. L'accusation va tout faire pour prouver qu'il n'y a jamais eu de relation secrète, sexuelle, comme le disait Tim. Et pour ça, donc, ils vont bien parler du fait que personne n'était au courant et que Mandy était très proche de ses amis, que également elle avait déjà un petit ami et surtout qu'il n'y a jamais eu de coup de téléphone échangé entre eux. On n'a rien, aucune preuve qui les relie tous les deux. La défense va tout faire pour convaincre que Tim et Mandy avaient bel et bien une relation secrète. Ils vont faire appel à leur propre expert, qui lui va affirmer que l'ADN pourrait très bien être présent depuis plusieurs jours avant sa mort, et non pas 12 heures comme l'a expliqué l'autre expert. Ils vont expliquer que cette journée-là, Tim et Mandy se sont bel et bien vus quelques heures auparavant, avant son décès, et qu'ils ont eu une relation sexuelle consentie. Ils vont justifier avec le fait qu'on n'ait pas retrouvé de blessures défensives sur elle, donc il n'y a pas forcément eu d'attaque d'après eux, et ils vont également ajouter que le fait d'avoir une preuve d'une relation sexuelle ne constitue pas un élément de preuve de viol. Le 24 mai 2019, Tim va être reconnu coupable et condamné à 27 ans de prison. La condamnation à perpétuité n'était pas possible puisqu'on n'a pas trouvé de preuve de préméditation. Your failed narrative, together with the evidence collected by the Whatcom County Sheriff's Office and Dr. Goldfogle, are what convicted you. To the Stavik family and Mandy Stavik's friends, there is only so much the law allows me to do. No power here on earth can bring her back. But given the brutal circumstances of her death, the loss suffered by her and her family and friends, and the lack of demonstrated remorse for over 30 years, I am prepared to issue the court sentence. Timothy Forrest Bass, I impose the maximum sentence of 320 months in the custody of the Washington State Department of Corrections. Après 30 années d'attente, le coupable de la mort de Mandy a finalement été arrêté et condamné.
La famille de Mandy est bien sûr soulagée, mais ils vont quand même expliquer que ça a été très très dur. Ça a réouvert une plaie de se replonger dans tout ce procès. Mais ils savent qu'à présent, ils vont pouvoir refermer justement cette plaie puisqu'ils savent qui est le coupable. Cela va prendre du temps bien sûr, mais ils ont eu une réponse à leurs questions. Même si le meurtre de Mandy a été résolu, il ne faut pas oublier que la famille vit toujours dans l'attente d'une autre résolution d'enquête, celle du frère de Mandy, puisqu'on ne sait toujours pas qui l'a tué. Ce cold case montre définitivement l'importance de la parole. Puisque si ces deux femmes n'avaient pas discuté toutes les deux dans ce parc, est-ce que ce meurtre aurait été résolu? Et je pense que beaucoup d'affaires irrésolues, il y a des gens qui savent quelque chose. Ça peut être même une rumeur, un petit élément insignifiant, et qui finalement peut s'avérer majeur pour résoudre une enquête. Je pense par exemple à l'affaire plus que célèbre du petit Grégory, où peut-être que quelqu'un sait quelque chose mais qu'il a peur de parler, ou qu'il pense que c'est un détail qui ne va rien apporter. Mais la parole est très très importante. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas, si c'est pas fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications. Et j'en profite avant de vous laisser pour vous annoncer que je ne serai pas là pendant à peu près 2 semaines. Et je ne sais pas encore si je vais pouvoir prendre assez d'avance pour diffuser les vidéos ou si je vais en profiter pour faire une sorte de break. Si je vous l'annonce aussitôt, enfin pour vous c'est pas tôt mais pour moi ça l'est, c'est parce que je filme en avance. Mais il y a de fortes chances que vous ayez déjà la réponse lorsque vous regardez cette vidéo. Et si ça vous intéresse de suivre un peu ce que je vais faire, où je vais partir, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui sera marqué en fin de vidéo et également dans la barre de description. Je pense que je vais régulièrement poster du contenu dessus. Et puis pour vous indiquer un petit peu, je vais partir au niveau de Tadoussac où il y a les baleines, des phoques, partir au niveau de la Gaspésie où il y a des décors magnifiques. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.